Tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire Livre Hebdo consacré au marché de la jeunesse. Vous êtes 1300 inscrits à nous regarder en direct pour parler de ce marché. Je vous remercie d'être aussi nombreux. À mes côtés, j'ai 5 éditrices du marché. Donc Céline Dehaene, vous êtes directrice de Flammarion Jeunesse. Emmanuelle Beulk, vous êtes directrice éditoriale jeunesse chez Sarbacane. Élise Lacharme, vous êtes directrice éditoriale illustrée chez Albin Jeunesse. Sophie Chanourdi, vous êtes directrice du département jeunesse chez Larousse. Et enfin, Cécile Burgard, vous êtes directrice littéraire fiction chez Bayard Éditions. Alors, l'objet de ce webinaire, c'est de présenter un certain nombre de nouveautés qui paraissent chez les maisons d'édition ici représentées par nos éditrices. Avant cela, je voudrais faire un petit point sur l'état du marché. Le marché de la jeunesse, c'est un marché qui reste très dynamique, qui a été très dynamique en 2021, qui a été une année exceptionnelle, qui accuse un petit recul en 2022, mais qui est finalement le contre-coup de l'année exceptionnelle de 2021. Donc, selon les données GfK, donc il est en recul de 4,7% en valeur sur la période qui va de octobre 2021 à septembre 2022, avec des disparités assez notables selon les segments. Voilà, donc recul assez sensible, mais quand on regarde sur le temps long, notamment par rapport à 2019, qui est la dernière année de référence, on voit que finalement le marché reste quand même très dynamique et figure parmi les secteurs les plus dynamiques justement sur le marché du livre. Alors, quelques chiffres justement pour faire le distinguo, parce que 4,7 en valeur, il y a quand même d'assez fortes différences. Donc il y a quelques segments qui souffrent plus que d'autres. Les albums, par exemple, les albums 4-7 ans qui sont à moins 2,3%. Les documentaires 6-10 ans, moins 3,9%. Et surtout les romans 8-12 ans qui sont à moins 11,7%. Et les premières lectures à moins 13,4%. A contrario, voilà, il y a un segment qui tire son épingle du jeu malgré la tendance baissière globale, c'est le segment des romans ados qui continue de progresser, qui est à plus 1,7%. Voilà, donc on voit qu'au global, le marché reste dynamique. Il y a beaucoup de créations de librairies spécialisées au cours des dernières années. Voilà, alors après, il y a une inconnue malgré tout, c'est la question de la hausse des prix, de la crise du papier qui touche le marché du livre depuis déjà un peu plus d'un an, mais qui est particulièrement saillante concernant l'édition jeunesse, puisqu'on est sur des ouvrages qui coûtent plus cher à produire, qui consomment des papiers spéciaux et qui parfois, pour certains types d'ouvrages, sont imprimés loin. Et donc il y a le coût du transport qui peut aussi avoir un impact sur l'évolution des prix. Donc une des questions de cette fin d'année 2022 et aussi de l'année 2023 qui arrive, ce sera de savoir dans quelle mesure les éditeurs devront ou pourront répercuter ces hausses de prix et quelle sera l'évolution des prix des ouvrages en librairie. Voilà, donc ça c'est le petit topo récapitulatif. Mais on est aussi là pour parler de livres bien concrets, au-delà des exemples généraux. Donc je me tourne vers vous, Céline Dehaene, vous êtes donc directrice de Flammarion Jeunesse. Vous avez 5 titres à nous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est Le Jardin de Basilic, les couleurs de la nature, de Sébastien Pérez, illustré par Anne-Laure Parot. Donc c'est un album du Père Castor et c'est avec une formule de narration documentaire. Exactement. On a choisi une sélection de 5 titres. C'est toujours difficile de choisir 5 titres pour une fin d'année jeunesse, représentative de notre ligne éditoriale, qui est vraiment entre tradition et actualité. Là, avec cet album, on est dans de la tradition renouvelée. C'est effectivement de la fiction documentaire. Basilic, c'est un petit garçon très expiègle qui va rendre visite à une délicieuse mamie Carotte. J'imagine qu'on voit les planches en ce moment. Et ensemble, ils vont découvrir le jardin, les cycles, les saisons, les fruits et légumes, que les mauvaises herbes n'existent pas, qu'elles ont toute une fonction. Donc on est vraiment dans du contenu documentaire. Le livre démarre par une histoire
et se poursuit par des grandes planches documentaires entre l'imagier et les leçons de choses. On est vraiment dans la grande tradition du Père Castor, pour finir par effectivement des petites explications de cette chère Mamie Carotte. C'est une collection en fait qui existe depuis 2 ans, et c'est le premier hors-série de la collection qu'on fait paraître. Sébastien Pérez est au texte, Anne-Laure Parot à l'illustration. Sont tous les deux des amoureux de la nature, on le ressent bien, et des fans de jardinage. Voilà. D'accord, très bien. Alors, petit intermède, vous avez la possibilité de poser des questions que je transmettrai à Céline Dehaene à la fin de la présentation des 5 titres. Donc le deuxième titre que vous souhaitez présenter, enfin il y en a 2 en fait, c'est Blanche-Neige et Alice au Pays des Merveilles, donc des grands classiques de la littérature, mais illustrés, qui paraissent avec les studios Minalima, hein, qui sont les. Exactement. Les on est créateurs toujours sur dans ces cette titres. veine de tradition renouvelée. Voilà. Ce sont les grands classiques de la littérature de jeunesse, en version intégrale, originale, qui sont effectivement remises en scène par Minalima. Derrière Minalima, il y a 2 artistes anglais assez géniaux, Mirafora Mina et Eduardo Lima. D'où le nom. Exactement, du studio. qui ont d'abord démarré et sont très connus pour leur travail autour des films de Harry Potter. Ils mettent là au service des grands classiques de la littérature de jeunesse toute leur poésie, leur créativité, pour proposer des livres animés de façon assez spectaculaire. Je vais tenter l'ouverture voilà, pour vous montrer, pour ce Blanche-Neige, qui est le titre donc, qui sort en sortie mondiale. Donc chaque conte fait l'objet d'animations toutes plus jolies et poétiques les unes que les autres. Donc là, on a la natte de réponse. Donc en fait, ces 2 titres, Blanche-Neige que je vous montre là et Alice au Pays des Merveilles, viennent de paraître et enrichir notre collection de classiques animés qui compte 5 titres. 2 titres sont également prévus l'année prochaine. Très bien. Vous aviez ouvert cette collection avec le livre de la jungle qui avait été. Le livre de la jungle, Le Magicien d'Oz et Peter Pan. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Très bien. Donc, le 3e titre que vous voulez présenter, c'est Drôle d'histoire pour apprentis philosophes. Donc, c'est signé Nathalie Kuperman Nathalie Kuperman et Mazarine Pinjot. C'est illustré par Claire Morel-Fatio. C'est à paraître le 23 novembre. Et donc, c'est un album d'initiation à la philosophie. Hein. Exactement. Ce projet, il est né d'une rencontre avec Mazarine Pinjot et Nathalie Kuperman. Mazarine Pinjot, elle est auteure, agrégée de philosophie. Nathalie Kuperman, on la connaît bien pour ses romans à succès adulte et jeunesse. Ensemble, on s'est demandé comment on pouvait proposer une initiation au questionnement philosophique, au débat d'idées. On trouvait que le projet était quand même en pleine actualité, à l'heure où les débats publics virent souvent au pugilat, de proposer aux enfants une initiation à ce débat-là en famille. Pour cela, on est parti de grandes questions, des questions d'enfants qui en fait sont souvent les mêmes que celles des grands philosophes, des questions qui nous animent parfois toute une vie. Faut-il avoir peur de la mort? Comment trouver sa place quand on est différent? Est-ce qu'on a besoin d'un chef? Donc pour cela, on est parti sur de la fiction, autour de ces grandes questions. Donc des fictions écrites par Nathalie Kuperman et Mazarine Pinjot, qui mettent en fait les enfants dans des situations de vie quotidienne, de copains, de famille, pour inviter à la réflexion. À la fin de chaque histoire, il y a un pont qui est fait avec les écrits des grands philosophes reliant à cette question, pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec des adultes. Et on va parler de Platon ou d'Heidegger, puisque finalement, ce sont les mêmes questions qui se sont posées. D'accord. Donc premier contact avec Heidegger pour les enfants dès le plus jeune âge. Voilà, à hauteur d'enfant et sans aucun échec possible. Je voulais juste parler de Claire Morel-Fatio. Oui. On a eu un vrai coup de cœur pour cette illustratrice. C'est son premier projet jeunesse, et tout en douceur et en poésie, elle illustre ces 10 récits de vie quotidienne. D'accord, très bien. Alors le 4e ouvrage, c'est un livre. C'est un livre d'histoire quelque part, hein, une encyclopédie musicale. C'est Rap Story, c'est signé Olivier Cachin, c'est illustré par Lazou, c'est même préfacé par Soprano. Alors il y a quand même du lourd entre guillemets dans ce titre. Voilà, racontez-nous finalement, c'est parler du rap aux enfants. Et oui, en fait, en 2023, officiellement, on fêtera les 50 ans du rap. Première partie dans le Bronx en juillet 73.
Et c'est aujourd'hui la musique la plus écoutée des jeunes. C'est un phénomène mondial. Et c'est aussi un endroit de grande créativité artistique. Donc on a demandé à Olivier Cachin, qui est un expert de ce domaine, de nous proposer une rétrospective du rap, 50 ans du rap. C'était aussi l'occasion de faire un pont entre le rap des parents et le rap des enfants, de solliciter des grands acteurs du rap, Orelsan, L'Homme Pâle, et effectivement Soprano qui préface pour parler de leur expérience. C'est truffé de playlists et d'anecdotes, et c'est illustré effectivement par Lazou, qui est artiste, graffeur, et qui est vraiment une personnalité du rap français. Donc on est très content de proposer ce livre-là. D'accord, ok, très bien. Et donc le 5e titre de votre sélection, c'est Mal d'Aurore, les enfants de la légende. Alors c'est un premier roman pour ados de Philippe Le Chermeyer, qui est un auteur connu pour ses nombreux albums à succès, mais qui signe là son premier roman pour ados. Donc la cible c'est 10-13 ans, alors ce roman a été sélectionné donc aux pépites du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil dans la catégorie fiction junior. Ouais, et on est très heureux. Et donc là, je vous montre tome 2 qui arrive. Le tome 2 est là. Le tome 2 est là. En fait, voilà, il vient juste de paraître. Donc c'est une trilogie fantastique. Effectivement, c'est le premier projet roman de Philippe Lerchère-Meyer. Ouais. Projet ambitieux, une saga historique et fantastique qui se passe au début du XXe siècle avec d'étranges résonances puisque ça démarre en Ukraine. L'histoire de 5 enfants unis autour d'une étrange légende. C'est un projet dont on est très fiers et très heureux d'être sélectionné pour les pépites. Et je voulais profiter de cette occasion pour remercier vraiment les libraires pour l'accueil et le soutien fait au lancement de Mal d'Aurore. D'accord, très bien. Donc le 3e tome paraîtra l'année prochaine. L'année prochaine. À la rentrée au mois d'août. À la rentrée au mois d'août, d'accord, très bien. Ok, donc là on était censé recevoir des questions de la part des spectateurs. On vous demande de repréciser en particulier les tranches d'âge pour chacun des titres. Donc là c'est un album qu'on peut lire à partir de 4 ans, en lecture accompagnée. Oui. Les classiques illustrés, tout dépend du niveau de lecture des enfants, mais disons à partir de 8-9 ans. Les petites histoires pour apprentis philosophes, on peut lire de 2 façons différentes. On peut le lire en lecture autonome à partir de 7-8 ans, mais c'est tout à fait lisible pour des enfants un peu plus petits avec leurs parents. D'accord. Le rap à partir de 9-10 ans. Et puis Philippe Lerchère-Meyer et Mal d'Aurore à partir de 11 ans. D'accord, très bien. Et il y a un spectateur, une spectatrice qui aimerait savoir si en 2 mots vous pouvez nous parler de vos temps forts 2023. Voilà. Ah mais ça c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu et c'est les aléas du direct. Alors, on est un éditeur généraliste, alors ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on réfléchit beaucoup à la production. On produit nous à peu près 150 titres par an, c'est une vraie question de fond sur ce qu'on propose sur le marché. Donc on va essayer de réduire un petit peu la production. On va certainement développer un petit peu plus l'éveil, qui est une partie un peu plus légère de notre catalogue, tout en proposant comme un éditeur généraliste de la fiction, du documentaire, des tout petits jusqu'aux adolescents. On aura 2 nouveautés Minalima. C'est compliqué. Là, je pourrais y passer encore une demi-heure, je pense que... D'accord. Ça sera avec plaisir une prochaine fois. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Céline pour cette présentation. Je vais me tourner vers Emmanuelle Bulk, donc vous êtes directrice éditoriale jeunesse chez Sarbacane, et c'est votre tour de présenter votre sélection d'ouvrages. Donc le premier, c'est L'imagier qui ne tourne pas rond. Il est signé par Hello, qui est une autrice franco-suédoise. Absolument. Alors Hello, bonjour à tous et merci d'être si nombreux à nous écouter. Donc on va commencer par l'éveil. Donc l'éveil, c'est le 0-3 ans. Et on aime bien travailler l'éveil à Sarbacane avec des univers d'auteurs. Donc on considère que même quand on fait des livres pour les tout petits, on est un auteur à part entière, autant que d'un roman ado, par exemple. Alors quand c'est de l'éveil, on va travailler avec des manipulations. Et Hello est une des créatrices avec qui on aime beaucoup travailler, on travaille depuis longtemps avec elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, on se permet de l'humour même avec les petits, parce que c'est quelque chose que les parents vont transmettre à leurs petits assez rapidement. Et ici, on a un imagier qui tourne pas rond, ce qui donne le ton, évidemment. Ce sont des livres
qui ont des mini-roues comme ça. Donc là, par exemple, on a un drôle de petit bonhomme avec un réveil matin à la place du nombril. Et on va faire tourner les roues pour savoir quelle est la bonne réponse ou s'il y a une bonne réponse. Parce qu'en fait, le petit va apprendre la répétition donc, et la régularité. Donc on a un mini nombril. La répétition permet de rassurer le petit en éveil, donc apprendre l'attendu et l'inattendu. Donc on va travailler avec ça là-dessus avec Hello. Voilà, alors avec ces drôles de personnages, c'est une grande créatrice qui réfléchit au format de ses livres. Elle a des livres très divers et elle utilise les techniques de fabrication diverses pour aborder les sujets. C'est aussi une grande coloriste, donc on aime beaucoup travailler avec elle. Ce livre-là, par exemple, sur le corps, a été sélectionné dans le prix à Saint-Étienne de l'innovation design graphique en livre jeunesse. Voilà, alors c'est une collection. Donc là, elle avait sorti ses 2 premiers titres et il y aura des titres l'année prochaine. Donc on suit les collections avec Hello et son univers vraiment important pour apprendre aux petits à explorer le monde. C'est ça l'éveil. Et pour nous, c'est aussi de l'éveil esthétique. Parce que très petit, le bébé est sensible au contraste, peu à peu aux couleurs et à l'esthétique des formes. Très bien. Voilà. Alors ça, c'est à partir de 18 mois, hein, dès 18 mois. Oui, et, même avant. Hein. On peut mettre entre les mains des petits à 12 mois sans problème. Après, c'est une question d'accompagnement, toujours. Et quelles seront les thématiques des prochains titres Alors les prochains, on va travailler sur les transports et sur les animaux. Très bien, parfait. Ouais. Le deuxième titre de votre sélection, c'est Les Lapins Peintres de Simon Priem, illustré par Stéphane Poulain. Oui, alors ça, c'est un album. Allez-y. Voilà, donc je l'ai là. Donc on vient de parler d'éveil esthétique, c'est quelque chose qui infuse les livres, les parutions Sarbacane. On attache beaucoup d'importance à l'esthétique des livres, donc que ça soit dans l'illustration, que ça soit dans le travail sur les mots, le travail sur les histoires et dans le travail sur les formats également. Le travail sur le papier. Alors les lapins peintres, Simon Priem, il nous raconte l'histoire qui se passe au bord d'un étang de 2 lapins qui peignent le reflet du jour ou de la nuit. Il y a lapin peintre jour et lapin peintre nuit. On entend comme ça sonne tout de suite. Et ces 2 lapins ont chacun leur univers et c'est là où hop, on passe à l'illustrateur parce qu'un album, c'est un rapport entre le texte et les images. Et Stéphane Poulain, qui est un très grand illustrateur québécois de Montréal, avec qui on travaille depuis des années, qui a été plusieurs fois sélectionné notamment pour les pépites du salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis à Montreuil. On a appris qu'il fallait dire comme ça. Il s'est emparé de ce texte de Simon avec jubilation et il a donné une personnalité à chacun de ses lapins. Donc le lapin peintre jour, il est dans l'ambiance Monet et le lapin peintre nuit, il est dans l'ambiance Rembrandt. On peut montrer une petite, si je tente, comme tu as dit, avec justesse, parce que c'est parfois périlleux, je tente les portraits du petit lapin peintre avec son petit maillot rayé à la bateau lavoir, et puis le Rembrandt, le mini Rembrandt qui peint. Voilà. Et ces 2 lapins vont partir pour arranger le monde qui ne va pas bien parce que le temps s'est arrêté et un nuage sombre est arrivé. Il faut toujours un moment dramatique pour une bonne histoire. On s'attache beaucoup à la qualité des histoires chez Sarbacane et chez d'autres éditeurs aussi, bien sûr, pour les enfants. Très important. Très bien. Voilà. 3e titre de votre sélection, donc c'est Holo, naissance d'un héros de Didier Lévy et illustré par Pierre Vaccas. C'est un album gravure à partir de 4 ans. Donc ça se passe au fond des océans et c'est la 3e collaboration entre ces 2 auteurs. Hein. C'est bien ça. Exactement. Donc Didier Lévy, c'est un auteur que nous publions et avec qui nous travaillons avec bonheur depuis l'année prochaine 20 ans, parce qu'on va fêter les 20 ans de Sarbacane. Didier Lévy a publié ses premiers albums chez Sarbacane en 2003, donc il y a 20 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est une collaboration qui est très riche. Le travail de Didier est formidable sur la façon de raconter des histoires qui sont attirantes. On a envie de savoir ce qui se passe. Il a beaucoup de tendresse
et de pudeur en même temps, parce qu'il aborde toujours quand même des grandes questions, mais il fait ça avec beaucoup de finesse, et on aime ce travail chez Didier. On peut lire et relire ses histoires et y trouver toujours de nouveaux détails. Ça, c'est quelque chose à quoi je suis très attachée. Et Didier mène des collaborations diverses avec des illustrateurs, parce que comme je viens de le montrer ou en témoigner pour les Lapins Peintres, un bon album, c'est une relation entre un auteur ou une autrice et un illustrateur, une illustratrice. Alors ici, c'est Pierre Vaquès, donc c'est leur 3e collaboration. Pierre Vaquès, c'est un graveur. Donc c'est quelqu'un qui fait des estampes, il travaille, il fait de la gravure sur cuivre, c'est magnifique. Il grave ses dessins sur des plaques de cuivre, qu'il encre ensuite, et ensuite il efface l'encre pour faire surgir la lumière. Donc on part du noir et on va vers la lumière. Donc c'est notre, j'allais dire, soulage à nous. Hein. On vient de parler beaucoup de soulage ces temps-ci. Donc la beauté des noirs, par cette technique, est absolument révélée. Et c'est du noir que vient la lumière. C'est tout un programme, j'allais dire. Et donc, un peu les Lapins Peintres, on part de la couleur et puis on a du noir qui est arrivé, puis on va retrouver la couleur. Et là, quoi de mieux que les profondeurs, les abysses, pour découvrir un monde qui semble noir et dans lequel on va trouver la lumière, avec ce personnage qui est magnifique, qui est un requin, holo, qui aide les autres, voilà, et qui en plus va cisailler des filets dérivants pour libérer les poissons, donc il devient l'ennemi public numéro 1 des pêcheurs. C'est une aventure à hauteur d'enfant, à partir de 4 ans, avec en même temps un travail magnifique d'illustration de Pierre Vaquès. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Alors le 4e titre, en fait il y en a 2 même, hein. Il y a Le Journal de Gurty de Bertrand Santini, donc c'est le 11e tome de cette série vendue qui est sur le point d'atteindre ou qui a déjà atteint les 500 000 exemplaires, vous préciserez ça. Donc ce 11e tome s'appelle Moi j'adore être heureuse, c'est pour les 7 ans et plus. Et en parallèle, vous avez une autre série dont on parlera. Je vous laisserai, allez-y. C'est un dérivé du journal de Gurty. Voilà. Alors, le journal de Gurty, Bertrand Santini, c'est un coup de cœur éditeur absolu qui grandit de tome en tome. Faire une série, c'est pas facile. Installer une série, la faire vivre et la développer, et qu'il y ait des mises en place de plus en plus importantes à chaque tome. En général, c'est plutôt l'inverse. Il peut y avoir un coup de cœur sur un premier tome et puis derrière, ça, petit à petit, ça décline. Là, c'est vraiment l'inverse avec le journal de Gurty. Alors, Gurty, c'est une petite chienne qui tient son journal, qui a un maître dont elle parle, qu'elle appelle son humain. Et ça, ce sont des romans illustrés d'humour et d'aventure pour les 8-12 ans. Tout à l'heure, vous disiez que c'était un secteur qui était peut-être à la peine. Je peux vous dire que Gurty, c'est pas à la peine. Donc évidemment, ce sont des indications générales, c'est normal. Ce sont des romans qui sont illustrés. Alors Gurty, ici, va nous parler du bonheur, parce qu'elle adore être heureuse. Gurty, elle aime toutes les saisons, et surtout le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc ça, c'est Gurty, avec sa candeur, et son humain, lui, est complètement déprimé, parce qu'il est en pleine éco-anxiété. Donc ça ne nous empêche pas de parler du monde dans lequel on est, mais un peu comme nos enfants qui baignent dans le monde de leurs parents, de ce qu'ils entendent autour d'eux, à table ou ailleurs. Et donc Gurty, elle va remonter le moral de son humain, voilà. Parce que Gurty, elle adore être heureuse. Et Gurty, elle a un meilleur ennemi, et son meilleur ennemi, c'est lui, c'est Tête de Fesse. C'est le chat du voisin. Donc un chat, si vous regardez bien, et d'après Gurty, il a ses joues et son nez, ça fait une paire de fesses. Donc elle l'appelle Tête de Fesse, alors qu'en réalité il s'appelle Jean-Jacques. Hein. Mais c'est comme ça qu'elle l'appelle, et lui, il déteste Noël. Donc elle adore être heureuse, et lui, il déteste Noël. Donc ça, c'est une sous-série, si vous voulez, dérivée de la série principale de Gurty, qui en effet arrive à ses 500 000 exemplaires. Avec la sortie de ces deux-là, la mise en place de ces deux-là, nous passons le cap des 500 000. Voilà. Et Tête de Fesse, alors là, à partir de 7 ans, même Tête de Fesse, on peut démarrer même. Vous voyez, ils sont un peu moins paginés. Oui. On peut démarrer plus tôt. Ceux-là sont illustrés en couleur. Voilà. Et à chaque fois, on a des aventures différentes. Donc là, c'est la thématique de Noël. C'est le titre 3, le tome 3 de Tête de Fesse. Et on va avoir une Gurty déguisée en Père Noël qui va faire une apparition en guest star. Et c'est absolument savoureux. Très bien. Et c'est Bertrand Santini qui sera à l'honneur à Montreuil au Salon cette année. Très bien. Et le dernier titre, donc ce sont 2 nouvelles de Maupassant illustrées, donc Miss Harriet, suite de Toine.
Donc c'est illustré par Olivier Devaux. Oui, alors ça c'est une collection qui est ancienne chez nous, qui a une quinzaine d'années chez Sarbacane. On l'appelle les grands classiques illustrés. Ce sont des albums, comme vous le voyez, le format en très grand format et des textes classiques, comme son nom l'indique, illustrés par des peintres contemporains ou des illustrateurs jeunesse contemporains. Donc on a plusieurs illustrateurs qui ont travaillé pour nous, comme Christelle Espier, Maurizio Quarello, qui a fait une île au trésor l'année dernière magnifique. On a Anton Lomaïev, un peintre biélorusse qui vit à Saint-Pétersbourg, qui nous a fait une Moby Dick fabuleuse et une enquête de Sherlock Holmes. D'ailleurs, là, on a la version intégrale du Moby Dick avec la traduction de Philippe Jaborski qui sort, mais en littérature générale, 600 pages illustrées par Anton Lomaïev. Et ici, nous avons Maupassant. Alors Maupassant, comme on le sait, c'est un auteur normand. Olivier Devaux est un peintre avec qui on travaille, nous, depuis ses débuts, depuis sa sortie des Arts Déco de Paris. Il a fait des Arts Déco, il n'a pas fait les Beaux-Arts. Et il plante son chevalet dans la campagne, comme faisaient les impressionnistes à l'époque de Maupassant. Et il est lui aussi normand. Et donc, il s'est amusé à trouver la vallée où peut-être Maupassant a situé cette nouvelle Miss Harriet, qui est une nouvelle romantique extraordinaire d'une vieille Anglaise qui tombe amoureuse d'un jeune peintre. Alors tombe amoureuse de sa peinture, mais aussi du jeune peintre. Donc elle est comme une gamine de 15 ans, quoi. Elle est complètement troublée, rougissante, etc. Et on a mis à côté de Miss Harriet une farce de Maupassant qui s'appelle Toine. Donc d'un côté le registre romantique et de l'autre côté le registre extrêmement drôle avec du patois, d'un gros personnage qui va couver des œufs sous ses bras dans son lit, commandé par sa femme qui dit faut que tu serves à quelque chose alors que tu restes couché toute la journée. C'est très très drôle. Donc il y a deux tonalités qui se font face avec un seul peintre qui a travaillé comme les impressionnistes en plantant son chevalet dans la campagne en Normandie et ça donne des images magnifiques. Je pense que certaines ont défilé à l'écran. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Alors, j'ai une question, un rappel de questions pour Céline Dehaene, parce que les questions arrivent en décalage. Ça concerne les drôles d'histoires pour apprentis philosophes. La personne qui pose la question aimerait savoir s'il est à l'initiative de l'éditrice ou si c'est une proposition des autrices. Et est-ce que c'est la première fois que Flammarion Jeunesse publie de la philo pour enfants? Alors, c'est vraiment issu d'une envie commune autour de la philosophie, donc qui venait de Mazarine Pinjot et de nous, et c'est vraiment une réflexion qui aboutit à ce projet-là dans cette forme-là. Donc c'est vraiment un travail fait avec des auteurs qui avaient envie de faire ça, et avec nous aussi, l'éditeur, et une réflexion de fond sur la façon dont on pouvait mettre ça en œuvre. D'accord, très bien. Et quant à savoir si c'est le premier ouvrage de philosophie Alors il y a eu des petites collections et des initiatives de philosophie, mais beaucoup plus classiques, pas avec cette approche de fiction. Bon bah très bien, très bien. Vous avez quand même des questions, je vous rassure. Une question est arrivée notamment pour le journal de Gurty. Il y a une personne qui aimerait savoir si les tomes peuvent être lus indépendamment, et la question vaut aussi pour Tête de Fesse. Alors, pour Gurty, ça se lit tout à fait indépendamment. Les 4 premiers tomes sont autour des saisons, c'est pour ça que je parlais des saisons en introduction. On peut parfaitement, c'est un univers qui est très riche, il y a d'autres personnages, il y a Gurty et Tête de Fesse, et puis il y a la meilleure amie de Gurty qui s'appelle Fleur, il y a l'écureuil qui fait rin, il y a Stéphanie avec un petit téléphone qui a un feu sur la langue. Bon, c'est un univers et on peut le lire comme on veut, c'est comme les Astérix. Il y a un moment où on les prend dans n'importe quel ordre et puis on les relit avec bonheur. D'accord, d'accord. Très bien. Et il y a une question plus générale. Quels seront les grands thèmes abordés en 2023 ? Voilà. Alors, chez Sarbacane, Chez Sarbacane. Oui, alors nous, plutôt que des thèmes, on va travailler avec nos grands auteurs l'année prochaine spécialement parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est nos 20 ans, c'est notre anniversaire, 20 ans de création, et donc on va avoir nos grands auteurs d'albums, puisque là, moi, je vous parle de l'album, c'est les 20 ans de l'album, qui vont faire paraître de nouveaux livres. Et ce qu'on aime, c'est les accompagner dans leurs envies et qui sont des envies toujours extraordinaires, qui nous étonnent toujours. Donc en mars, on aura un livre magnifique sur la mer et la plage de Max Ducos, qui est un de nos grands auteurs, que connaissent bien les enfants.
Et à la rentrée, on aura un nouveau livre de Rebecca d'Outremer autour de son lapin qui est le plus humain des petits lapins, qui s'appelle Jacominus Gainsborough. Elle a eu 3 grands livres qui ont été des gros succès de librairie en plus. Donc Les riches heures de Jacominus Gainsborough. Et là, elle revient avec une nouvelle histoire inédite de Jacominus Gainsborough qui sera en plus un livre audio accompagné d'une création musicale. Donc ça va être formidable, et elle va travailler sur la mémoire pour parler du thème. Elle va nous faire sa recherche du temps perdu, mais à hauteur de Jacominus. Ça va être super, voilà. Et on va avoir aussi le retour de Maurizio Quarello qui va faire un livre sur les pirates. Très bien, bon, j'espère que ça répond à la question. Il y a plein d'autres choses. Effectivement. Je me tourne cette fois vers Élise Lacharme. Donc vous êtes directrice éditoriale illustrée chez Albin Michel. Donc vous avez également 5 titres à nous présenter. Le premier est un peu particulier. Ça s'appelle « Nous les indomptables, comment les humains ont conquis le monde ». Donc il est signé Yuval Noah Harari, auteur bien connu du best-seller Sapiens chez Albin Michel. Et pour commencer, vous avez préparé un trailer, voilà, pour qu'on puisse se faire une idée concrète de l'ouvrage. Sais-tu que tu as un super pouvoir ? Partout sur Terre, les humains dominent la planète. Comment sont-ils devenus si puissants ? Pour découvrir leur super pouvoir, plonge dans cet ouvrage fourmillant d'illustrations. Et remonte le temps. Tu emprunteras le même chemin que nos ancêtres et tu croiseras des serpents géants, des nains et le grand esprit lion. Tu apprendras aussi que la maîtrise du feu a fait rétrécir nos estomacs, que les règles du foot nous renseignent beaucoup sur notre espèce et que l'argent est une histoire imaginaire à laquelle tout le monde croit. Yuval Noah Harari nous raconte une histoire incroyable mais vraie, celle de l'humanité. Donc Élise Lacharme, finalement, ce livre, c'est l'histoire incroyable mais vraie de l'humanité. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour Albin Michel Jeunesse le livre documentaire événement de l'automne, puisque déjà son auteur, tout le monde le connaît. Le nom est très connu mondialement, Yuval Noah Harari. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des penseurs les plus influents de son temps. On le sollicite sur de nombreux sujets de société. Ses ouvrages ont paru dans le monde entier, il est traduit dans plus de 65 langues. Il a vendu environ 40 millions de livres dans le monde. Et il est l'auteur notamment de Sapiens, vous l'avez dit, mais aussi de Homo Deus, de 21 leçons pour le 21e siècle. Et Sapiens, d'ailleurs, a été adapté en bande dessinée chez Albin Michel. Ça fait longtemps que Yuval Noah Harari est habité par l'envie d'écrire pour la jeunesse. Et en réalité, c'est assez naturel pour quelqu'un qui est très connu pour ses talents de vulgarisateur de s'intéresser à un public qui, précisément, a besoin qu'on explique, qu'on décortique des choses compliquées dans un style très simple. Et c'est exactement ce qu'il fait, en fait, avec cette proposition « Nous, les indomptables ». Là, je vous présente le premier tome d'une série de 4 qui paraîtront tous les ans à l'automne. C'est d'expliquer, dans un style très simple, très efficace, l'histoire de l'humanité pour les préadolescents. Et alors, ce qu'il fait... Il choisit de le faire dans une forme très séduisante, drôle, didactique, avec énormément d'exemples et d'illustrations. Et on plonge dans ce documentaire vraiment comme dans un roman, on le dévore. Harari part toujours de l'expérience du lecteur pour lui parler et lui expliquer des choses compliquées. Par exemple, il lui dit si tu as peur le soir dans ta chambre qu'un monstre jaillisse de dessous ton lit, c'est absolument normal. En fait, sans que tu le saches, cette peur-là, elle vient d'une peur ancestrale à l'époque où, pour des raisons très objectives, tu pouvais vraiment avoir peur qu'un lion ou un tigre jaillisse de l'obscurité. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de partir de l'expérience du lecteur, de son expérience d'enfant de 9-10 ans, pour lui expliquer des choses compliquées. Et en 168 pages, il va expliquer l'histoire de l'humanité, alors comment vivaient nos ancêtres, et surtout pourquoi les humains, alors que ce ne sont pas les bêtes les plus costauds, ce ne sont pas des tigres, ce ne sont pas des mammouths, ce ne sont pas des lions, comment ça se fait que les humains ont réussi à conquérir le monde ?
Ce que fait Harari, c'est qu'il explique que les humains ont un super pouvoir, ce qu'il appelle le super pouvoir des sapiens, qui est celui de coopérer en grand nombre, mais aussi de remettre en cause et en question nos manières de coopérer. Et en fait, on fait tout ça, pourquoi ? Parce qu'on est capable ensemble de se raconter des histoires et de croire à des histoires. Donc ce que fait Harari ici, c'est assez génial en fait, c'est d'expliquer un phénomène de domination de la planète, de l'humain, des sapiens, et il l'explique pas à pas, de manière très claire, c'est drôle, on rit tout le temps, il prend du temps pour récapituler, à chaque fois il y a un exemple, et on ne s'ennuie jamais. Franchement, on lit ces 168 pages sans s'arrêter, on apprend plein de choses, on a envie de partager ses savoirs. En réalité, cette proposition-là, moi je trouve que c'est vraiment le livre d'histoire qu'on aurait aimé tous avoir quand on était enfant. Et très rapidement, c'est votre plus gros lancement du second semestre Absolument, oui, c'est vraiment le livre événement pour nous. C'est un gros pari et c'est un tirage de 60 000 exemplaires. 60 000 exemplaires, d'accord, très bien. Ok, donc le deuxième titre que vous souhaitez nous présenter, c'est Solveig, une viking chez les Iroquois. Donc de Fred Bernard et illustré par François Roca. Et alors il s'agit du 25e album de ce duo d'auteurs qui se connaissent visiblement. Alors ça fait 25 ans que le duo se connaît. Ils se sont rencontrés à l'école, ils se sont jamais quittés, Fred Bernard et François Roca, et ont fait en 202022 chez Albin Michel Jeunesse effectivement leur 20e album. Ah bah, j'étais pas loin. Vous étiez pas loin. Il y avait un petit piège. Solveig, alors c'est un album qui les réunit une fois de plus autour de thèmes et de figures qui leur sont chères. Solveig est une viking, elle va se retrouver en terre iroquoise. En deux mots, pour raconter l'histoire, Solveig, qu'on appelle Solveig l'orage, a disparu. C'est Winona, sa fille, qui est à sa recherche, ainsi que des hommes sur un navire viking. Alors on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais par un ingénieux dispositif narratif, Fred Bernard mêle deux voix de narrateurs, celle de Winona, donc la fille de l'héroïne, et puis celle d'Atso, un scribe qui est embarqué à bord du navire. Et on va découvrir ainsi l'histoire de cette fascinante et légendaire Solveig. Solveig a fui son Groenland natal contre l'avis de son père, contre l'avis de ses frères, et elle a pris le large avec son équipée. Et ils se sont retrouvés en terre iroquoise. Là, elle y fait la connaissance de Sipi, avec qui elle se marie et avec qui elle fonde une famille. Donc c'est l'occasion pour Fred Bernard et François Roca de nous raconter l'histoire fascinante des métissages entre des cultures différentes. Le texte est vraiment puissant, il est très sensible, il est extrêmement documenté, parce qu'on sait qu'en effet, les Vikings ont quitté le Groenland et sont descendus jusqu'au Canada, jusqu'à peu près un peu en dessous du golfe du Saint-Laurent. Donc c'est une histoire qui aurait pu exister. Les images sont magnifiques. François Roca et ses peintures réalistes rendent parfaitement hommage à ce mélange entre les Vikings et les Iroquois ici. Et puis c'est un album que liront les enfants à partir de 8-9 ans, qui interroge aussi beaucoup autour de la notion de légende. Qu'est-ce que c'est qu'une légende et à quoi ça sert dans la vie de se raccrocher à des légendes? D'accord, très bien. Le troisième titre de votre sélection, c'est Éclat et Laki de Marine Schneider. Donc c'est un album qui fait partie de la sélection des pépites à Montreuil, et donc il se caractérise par une fabrication particulièrement soignée, m'avez-vous dit Absolument. L'album valait bien ça, j'ai envie de dire, parce que Marine Schneider donc, est une illustratrice belge qui avait déjà publié chez Albin Michel Le Chant des Loups en 2021. On la suit parce qu'on est vraiment fan de son talent. Là, elle arrive en tant qu'autrice et illustratrice dans cette proposition Éclat et Laki, qui est un livre ambitieux. Et vous l'avez dit, on est sélectionné parmi les 5 titres pour la pépite du livre illustré à Montreuil. On est ravis de cette sélection et je vais peut-être un petit peu raconter de quoi il s'agit, puisque c'est un livre avec des lectures possibles, des lectures différentes, nombreuses. Marine Schneider nous emmène dans les terres islandaises, les terres volcaniques islandaises, à la découverte de 2 personnages intrigants qui sont Éclat et Laki. Donc Laki, c'est ce grand personnage bleu, et le petit Éclat, c'est ce petit personnage orange fluo qui est ici. Éclat et Laki, ce sont les vrais noms de volcans qui existent en Islande. Il se trouve qu'un jour, Éclat arrive un peu sans prévenir dans le cratère du vieux Laki,
Et Laki l'accueille. Éclat arrive dans la maison, sème la pagaille, met de la vie, invente des choses, casse des objets, en fait disparaître d'autres. Et Laki accepte tout ça, il lui fait de la place, et puis il s'attache à lui, il se met à vouloir lui faire découvrir le monde, il le met en garde contre les dangers du monde, et à deux, ces personnages vont tisser une relation très forte. Un jour, Laki meurt, et le petit Éclat se retrouve seul au milieu du cratère. Alors, il va quand même continuer à vivre gaiement sa vie d'enfant, expérimenter, s'aventurer toujours plus loin. Et puis, au milieu du lac, il y a une île, et Éclat va en faire son île. Et à ce moment-là, le petit Éclat va découvrir d'autres choses. Je ne dévoile pas tout. D'accord. Ce qui frappe avant tout dans cet album, c'est la beauté des paysages. La beauté des paysages et puis la beauté des personnages, parce qu'on a l'impression que parfois les frontières sont floues, tout semble se mêler, le ciel et puis la couleur du lac, le personnage avec le paysage ou le personnage qui rentre, enfin le paysage qui rentre dans les personnages. C'est absolument sublime. Il y a une composition des doubles pages qui est très soignée et il y a une utilisation des couleurs aussi qui est magnifique. Marine Schneider a travaillé avec de nombreuses techniques. Elle mélange la peinture acrylique, le pastel, l'orange fluo comme on le voit ici, l'encre. L'ensemble est absolument somptueux comme vous le voyez ici avec ces paysages, ces couchers de soleil. C'est un livre, vous l'avez dit, on a souhaité vraiment lui proposer un écrin sublime. Donc la fabrication est très soignée. C'est un beau papier épais. On a plaisir à manipuler les pages parce que voilà, on a 64 pages dans lesquelles on se plonge. C'est un univers très onirique et très fort. Et globalement, s'il fallait résumer le livre en 2 mots, parce que c'est difficile de tout dire, je dirais que c'est un livre qui parle à la fois de rencontres entre 2 êtres, de liens, de séparation, et qui nous dit tout simplement ce que c'est que grandir. Très bien. Et donc les 4e et 5e titres que vous souhaitez nous présenter conjointement, hein, puisqu'il s'agit de 2 titres qui sont publiés dans une nouvelle collection. Donc une collection qui s'appelle l'Encyclopédie du merveilleux et qui propose donc ces 2 premiers titres, Les sorcières par Cécile Roumiguière, illustré par Benjamin Lacombe, et Les fées de Sébastien Pérez, illustré par Blue Birdie. Et cette collection est dirigée par Benjamin Lacombe, qui est donc à l'illustration d'un des premiers tomes. Absolument. Ça fait un petit moment que Benjamin Lacombe souhaitait revisiter et un peu dépoussiérer les figures du merveilleux, qui sont des figures qui peuplent nos imaginaires depuis toujours. Donc il a pensé à ces 2 premiers titres, Les sorcières et Les fées, pour le lancement de cette collection l'Encyclopédie du merveilleux, et qui ont, vous le voyez, un format assez spectaculaire, parce qu'il fallait bien ça pour rendre hommage à ces figures. Le premier titre, écrit par Cécile Roumiguière, c'est sur les sorcières, qui assume un parti pris féministe réel, où on présente des sorcières imaginaires et réelles, comme par exemple Lilith ou Circé ou encore Cécile Fatiman. Ce sont toujours des figures de sorcières rebelles, de femmes insoumises également. Donc c'est un principe de collection qui repose sur 3 doubles pages type. Et dans chaque album, en fait, on est d'abord guidé par un petit personnage qui pourrait avoir l'âge du lecteur. Donc ici, c'est la jeune Lana qui va nous conduire à travers sa maison de poupée à la découverte des sorcières. À chaque fois, on a une très belle double page, un grand portrait et puis un texte de portrait romancé d'une sorcière connue. Ensuite, il y a des doubles pages pastilles qui vont mêler des images et des informations documentaires diverses. Et puis, il y a aussi des pages posters. Donc, on incline le livre et là, on a de magnifiques illustrations qui vont servir cette encyclopédie du merveilleux. Donc, pour les fées, par exemple, donc c'est Sébastien Pérez qui écrit le texte et Blue Birdie, qui est une jeune illustratrice iranienne très talentueuse qui vit actuellement à Oslo. On va voyager vraiment à travers le monde entier et on va découvrir des fées comme l'Aziza du Bénin ou encore les Kappas du Japon, les Péris d'Iran. Ce sont vraiment, la proposition encyclopédique est là, ce sont des livres généreux dans lesquels on va trouver une mine d'informations et puis qui sont extrêmement illustrés.
Ce sont vraiment des cadeaux de Noël pour moi qui sont parfaits pour tous les amoureux du merveilleux. Donc là, ce sont les premiers titres de la collection. Nous prévoyons de sortir l'année prochaine un titre sur les dragons, sur les ogres. L'année d'après, il y a les monstres qui sont au programme. Voilà, c'est le début d'une très belle collection. D'accord. Donc il y a déjà ce sera donc 2 titres par an. C'est le rythme qui est prévu. D'accord, très bien. J'ai une question qui vient d'arriver en réaction justement au livre sur les sorcières. Vous avez parlé d'un parti pris féministe pour le livre Sorcières. Notez-vous une évolution plus politique et engagée dans la littérature jeunesse? Assurément, du côté du féminisme, en tout cas, indéniablement, l'édition jeunesse n'échappe pas à ce qui se passe dans les phénomènes de société. Donc il y a une vraie prise de conscience de la place des femmes, du rôle qu'on leur donne, de leur visibilisation nécessaire en tout cas. Et par conséquent, oui, bien sûr, c'est absolument en lien avec tout ça. D'accord. Même cas de figure que tout à l'heure, j'ai une question qui est arrivée pour Emmanuel Bulk en léger décalage. Une personne qui aimerait savoir quelle est la tranche d'âge pour la collection des grands classiques illustrés. Alors ça dépend des titres. On a par exemple L'Appel de la forêt de Jack London, on peut commencer à 8 ans. Après, il y a des titres, on ne se donne pas de limite parce qu'en fait, l'idée de la collection, c'est aussi la transmission. Donc c'est une collection qui marche très très bien, par exemple dans les CDI. Les CDI, donc les bibliothèques de collège en 6e, 5e. Les professeurs documentalistes attendent chaque année la sortie du grand classique illustré de Sarbacane. En tout cas, beaucoup d'entre eux, puisqu'ils me l'ont fait remonter. On a pu se permettre de publier des livres comme par exemple Bartleby de Melville, qui est une nouvelle extraordinaire, qu'on a publiée en texte intégral et dans une nouvelle traduction, et qui est d'ailleurs illustrée par Stéphane Poulain, qui a fait les lapins peintres cette année pour nous. Je pense c'est une découverte de la littérature, du patrimoine littéraire, et qui va se faire avec le soutien de l'image, puisqu'on a des grandes peintures en face de chaque page, une maquette très aérée qui permet de donner accès à ces grands textes au jeune public, accompagné et transmis souvent par les parents et les grands-parents. On a aussi beaucoup de grands-parents qui aiment retrouver des livres qu'ils ont aimés dans leur jeunesse et qui vont transmettre dans leur famille. Très bien. Je vous remercie pour cette réponse très complète. Eh bien, nous allons passer... Excusez-moi. Hop. Je me mets à jour sur la bonne page avec Sophie Chanourdi, directrice du département jeunesse chez Larousse. Donc vous avez également 5 titres à nous présenter. Le premier s'intitule « Larousse des 500 pourquoi comment ». Il est signé Sophie de Mullenheim et illustré par Amélie Fallière. Donc c'est un documentaire et ça renouvelle l'approche encyclopédique quelque part. Tout à fait. Alors bonjour à tous. Donc forcément quand on s'appelle Larousse, on a une attente sur cette dimension encyclopédique. On est fortement associé à la référence à travers le dictionnaire notamment. Et en jeunesse, le documentaire constitue encore pas loin de 25%, 25 à 28% en volume de nos ventes, sur un secteur qui n'est pas des plus dynamiques, vous l'avez abordé un petit peu en introduction. Donc voilà, on a cette chance aussi d'avoir ce poids, d'avoir cette présence, de pouvoir utiliser d'ailleurs le nom de notre marque en nom commun dans nos titres. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment jouer cette carte-là avec le Larousse des 500 pourquoi, comment. Donc on s'interroge constamment sur ce genre du documentaire. Comment continuer à être présent, comment susciter l'intérêt des enfants de tout âge. Là, on est plus sur le 6-10 ans, donc c'est la grande tranche d'âge. Alors, il n'y a pas de tranche d'âge meilleure qu'une autre, mais disons qu'en termes d'éveil, en termes de capacité à comprendre, on peut vraiment s'amuser avec cette tranche d'âge-là. Pourquoi je disais renouveler ce genre, c'est qu'on est vraiment dans une approche encyclopédique, dans le sens où on va vraiment passer en revue les grands domaines du savoir. On va aussi bien avoir la terre, l'espace, évidemment l'homme et sa présence sur la terre, les animaux, mais aussi l'art, les sciences, l'histoire. Donc quelque chose d'assez complet, mais qu'on a choisi d'aborder non pas par des articles encyclopédiques, mais à travers ces fameux
j'allais dire les funny facts, parce que je regarde mes consoeurs si elles ont une bonne traduction, parce que nous on la cherche toujours, qui est un genre dans lequel les anglo-saxons excellent, c'est-à-dire aller chercher la question qui va susciter l'intérêt, la curiosité, mais aussi avec pas mal d'humour, parce que voilà, l'humour c'est un des liens qui va fédérer, en tout cas je trouve en littérature jeunesse, les parents et les enfants dans leur découverte des textes. Donc c'est une vraie gageure quand même pour l'autrice, Sophie de Mullenheim, d'aller chercher 500 questions qui fassent sens quand on les lit de manière un petit peu linéaire, avec toute une hiérarchie sur des questions voilà, plus généralistes et d'autres petites questions où on va jouer sur vraiment le petit détail insolite, mais qui permet toujours d'apprendre quelque chose. Donc on a par exemple, celle-là m'avait fait assez rire, c'est pourquoi la grenouille ferme les yeux quand elle mange. En fait, elle se sert de ses yeux pour pousser sa nourriture. Voilà, donc c'est une question insolite, mais qui va aussi voilà, éveiller la curiosité des lecteurs. On a choisi aussi une approche graphique assez originale. On a fait travailler Amélie Fallière, qui est une illustratrice qui vient plutôt de l'éveil et de l'album, qui a une palette, un art de la couleur assez incroyable. Donc on avait vraiment envie de réveiller un petit peu cette approche avec ces magnifiques couleurs. Et puis c'était aussi un mariage à la fois original mais cohérent, puisque vous avez vu certainement quelques pages défiler. Elle a aussi, Amélie, ce côté un petit peu cabinet de curiosité. Enfin, on n'est pas si loin finalement des planches encyclopédiques telles qu'on les connaît, mais voilà, avec sa palette de couleurs très franches, cette maquette très colorée. Et pour avoir commencé à le tester avec les enfants, ce qui est génial avec ces formats questions-réponses, c'est que ça circule. Les enfants plus grands qui savent déjà lire arrivent avec le livre pour évidemment défier les parents et dire mais est-ce que tu sais toi pourquoi évidemment voilà, donc nous parents on a tout oublié bien sûr, donc ça permet de réapprendre plein de choses et puis en lecture accompagnée, voilà, ça va permettre ce jeu d'interactivité pour au final retirer un apprentissage de cette lecture plaisir et ludique. Très bien. Alors le deuxième titre que vous souhaitez présenter, c'est également un documentaire, c'est Moi Toutankhamon de Viviane Koenig, illustré par Fabrice Mosca. Donc c'est un documentaire, mais c'est le sujet qui raconte lui-même sa propre histoire, hein. C'est le concept de l'ouvrage. Exactement, donc là encore, c'était une envie, on n'a pas été les seuls forcément, puisque vous savez que c'est l'anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon par Carter. Donc on a proposé à Viviane Koenig, qui est vraiment une autrice référente sur le sujet, avec qui on avait travaillé l'année dernière sur un guide pour apprendre à écrire comme les Égyptiens, qui avait très bien fonctionné. Et là, on a dit voilà comment faire une approche un petit peu nouvelle de ce personnage historique emblématique s'il en est. Et elle a eu l'idée de le faire parler en fait, de le faire parler dans son journal. Alors c'est assez drôle parce que c'est vraiment du concret en fait, c'est ses premiers souvenirs en famille, donc c'est vraiment un journal très illustré. L'école, voilà comment ça se passait quand Toutankhamon allait à l'école. Donc évidemment à travers ce prisme du journal, on va découvrir beaucoup de choses sur l'Égypte antique, comme là les hiéroglyphes. Mais toujours autour de on est presque un peu, on est entre le journal et le scénario de bande dessinée. D'ailleurs, le travail de Fabrice Mosca, vraiment avec ses cases, avec ses vignettes, avec son style qui rappelle d'ailleurs la bande dessinée, il fait aussi penser. Donc là, pareil, l'idée c'est de se laisser embarquer, d'être émerveillé. On a aussi des très belles grandes scènes. On peut aller observer plein de choses sur l'architecture, sur tout ce qui va se passer dans cette vie du petit pharaon qui va se raconter jusqu'à sa momification, sa redécouverte ensuite du tombeau. Donc là, c'est dans le documentaire, évidemment, on n'est pas les seuls, mais
On voit bien que les enfants passent avec beaucoup de joie et d'appétit du documentaire à la bande dessinée, à l'album, que tout ça se mêle et je trouve que c'est intéressant de jouer aussi sur ces différents codes dans des ouvrages qui restent très documentaires comme celui-ci. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien faire et développer autour de titres one-shot ou de collections. Très bien. Alors pour le troisième titre, on reste dans l'Égypte, mais on passe à la fiction. Alors voilà, c'est vrai qu'il se trouve que le... Alors, je vais juste l'annoncer. Donc c'est Tu es le héros de la pyramide secrète d'Anne-Gaëlle Balp et c'est illustré par Miss Patty. Donc c'est un roman interactif. Exactement. Donc c'est le troisième tome d'une série initiée en 2019. Oui. Donc je l'ai choisi pour montrer que voilà, on est un éditeur fortement marqué par le documentaire. Et pour parler de la manière dont on va parfois vers de nouveaux segments. Ça peut être une volonté très stratégique où en amont, voilà, on établit un plan très clair et ça marche aussi. Mais parfois, c'est, et avant tout, en tout cas pour moi, des rencontres de projets, d'auteurs ou de textes. Et il se trouve que Anne-Gaëlle, on a parlé longtemps de ce projet, de cette envie qu'elle avait, qui était de refaire du livre dont vous êtes le héros pour les plus petits, donc à partir de 8 ans, on va dire 8-12 ans, c'est un peu large, mais 8-11 ans, à la manière vraiment de la grande collection de Gallimard dont vous êtes le héros, mais qui était destinée vraiment aux plus grands. Et quand elle était en animation en classe et qu'elle leur disait voilà, il y a des romans qui existent, il y a plusieurs choix possibles, on a une fiche d'aventure, on peut choisir de ramasser des objets pendant sa lecture. Ben voilà, les enfants, ils avaient des yeux grands ouverts en disant mais nous on veut lire ça. Et ce qui était intéressant, c'est que ça arrivait aussi, ça a croisé cette tendance importante sur le livre-jeu, les escape games, cette manière aussi d'entrer en fiction ou en documentaire par le jeu, parce que là aussi les passerelles, je veux dire, elles sont là. Enfin, on oppose beaucoup la littérature et les jeux vidéo, mais finalement tout ça aussi peut se mêler, cette manière de lire en jouant. Donc c'était le bon moment pour nous de se lancer dans cette aventure, car c'est vraiment une aventure. Puisque le premier tome qui s'appelait « Tu es le héros de la forêt ensorcelée », nous a pris, je dis nous parce que c'est avant tout un travail d'Anne-Gaëlle, mais je me rappelle de l'arborescence en fait, qu'on avait imprimé, qui faisait 2 fois le tour de mon bureau, jusqu'au moment du tome 2, on s'est dit il y a quand même des logiciels qui vont pouvoir nous aider à construire ces arborescences, donc on a progressé. Et ce qui est génial, c'est que rien n'est artificiel, parce que c'est vraiment... Le talent pour le coup de l'autrice, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir un chemin B comme ça, de manière un petit peu linéaire. C'est tout son talent, c'est qu'on est vraiment impliqué dans l'histoire. Les enfants sont complètement immergés dans le récit. Et ce qui est assez chouette sur cette série, qui était notre première série fiction, c'est qu'elle a vraiment rencontré son public avec une réception qu'on n'avait pas forcément anticipée. On a eu beaucoup de retours de parents, de libraires qui nous ont dit voilà, nos enfants ne lisent pas ou ne lisent plus. Enfin, c'est vrai qu'à 8-9 ans, il y a soit une bascule parfois vers le manga ou la BD au détriment du texte de fiction. Et là, voilà, le fait d'être acteur, le fait d'être impliqué dans le récit, ils l'ont lu, relu, puisqu'évidemment, c'est 1000 histoires en une presque, avec tous les chemins qui sont possibles. Ils nous ont parlé de ce livre, donc voilà, c'est pour ça que c'est une série qu'on va continuer et qui a ouvert en fait notre segment fiction, qui reste encore petit, mais qu'on espère voilà, déployer avec pareil quelques auteurs, notamment l'année prochaine. D'accord. Donc là, c'est le troisième titre de la collection. Le quatrième est déjà programmé ou Le quatrième est déjà programmé, normalement autour de la mythologie. De la mythologie, d'accord. Voilà. Bon, très bien. On reste dans la fiction avec votre quatrième ouvrage. Voilà, donc là aussi. Isilde à l'opéra de Christine Villemain. Voilà, c'est le premier voyage d'Isilde dans le temps. Donc Christine Oman Villemain, c'est aussi voilà, une autrice qu'on connaît
peut-être un peu plus pour ses albums, quoique elle a aussi écrit de la BD déjà et de la fiction. Donc là aussi, c'est vraiment une rencontre et l'envie de proposer un objet un peu plus atypique sur la fiction. Voilà, Céline nous a présenté les très beaux classiques avec toute cette ingénierie papier, mais le fait d'apporter ce format un petit peu plus cadeau, relié, c'est assez rapidement imposé. C'est vrai qu'on commence à le faire. Les éditeurs français commencent à travailler la fiction sur ces supports-là. Il y a plusieurs niveaux de récits qui s'entremêlent en fait dans ce livre, puisque Isilde est une sorcière. Alors, dans le livre, on dit une sachante, puisqu'elle vit au Moyen-Âge avec sa mère qui est elle-même une sorcière. Et au début du roman, sa mère est arrêtée pour sorcellerie. Et Isilde découvre qu'elle est une voyageuse dans le temps, et donc elle va fuir pour échapper elle aussi à une mort certaine et se retrouver, c'est très glamour évidemment, dans notre époque à l'Opéra de Paris, où elle est accueillie par Rosa, qui est en quelque sorte la concierge de l'opéra, qui la présente comme sa nièce. Et elle va découvrir tout un monde littéralement complètement nouveau, d'où l'envie de mêler donc, un récit classique, mais aussi le journal qu'Isilde écrit à son frère Audrey, qui est resté lui au Moyen-Âge, donc autre niveau de narration, mais aussi du documentaire. Donc on a des pages, je ne sais pas si vous les avez vues, j'ai essayé de vous en trouver une ou deux, qui présentent par exemple les sorcières telles qu'elles étaient perçues au Moyen-Âge. On va avoir des pages sur les danseurs célèbres, l'Opéra de Paris. Donc d'où l'envie aussi d'avoir cet objet un petit peu cadeau. Et c'est vrai qu'on en a parlé à plusieurs reprises ce matin, mais l'importance de l'objet dans la littérature pour la jeunesse, voilà, évidemment pour l'éveil, ça va de soi, ça paraît tellement évident. Mais finalement, sur la fiction, ils ont complètement aussi, enfin voilà, c'est des lecteurs qui ont été nourris justement de petite enfance, d'albums, de beaux formats. Et il y a vraiment une attirance, une réception qui est changée entre ce beau format relié, travaillé, cet effet waouh des petits lecteurs qui est hyper agréable aussi sur la fiction et qui va aussi peut-être les inviter pour ceux qui auraient un petit peu plus pas forcément l'envie de lecteurs plus confirmés, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce format hybride et d'entrer peut-être comme ça aussi dans la fiction. D'accord, très bien. Et le 5e et dernier titre de votre sélection s'intitule « Ta maman pour la vie », c'est signé Marion Donnon. C'est illustré par Adolidé, c'est un album et c'est un dialogue entre une mère et son fils. Hein. Tout à fait. Donc là, je parlais de la fiction. Alors c'est vrai qu'on n'est pas identifié, en tout cas encore pas pour le moment, bien sûr, comme un éditeur d'albums. Donc on fonctionne vraiment au coup de cœur. En fait, on publie une petite dizaine d'albums en fait par an. Et là, on a reçu ce texte de Marion Donnon. Donc c'est vraiment un envoi spontané, hein, ça arrive encore, qu'on ait des coups de cœur, des petites pépites qui nous arrivent spontanément. C'est un sujet qui est absolument pas nouveau. Il y a eu énormément de succès sur ce thème. Je pense que c'est une tendance, le fait de affirmer ses sentiments, l'importance des moments partagés en famille, tous ces petits bonheurs simples qui étaient déjà très présentes chez les anglo-saxons, qui s'est certainement pérennisé aussi avec les différents confinements. Donc là, c'est vraiment cette déclaration d'amour d'une maman à son fils, qui a encore une fois été abordée maintes fois, mais c'est aussi la magie de la littérature pour la jeunesse. C'est que, évidemment, chaque mot, chaque auteur va nous proposer une lecture nouvelle. Et là, c'était vraiment le cas. Enfin, on avait toutes, je dis toutes parce qu'il n'y a que des éditrices dans l'équipe, les larmes aux yeux en lisant le texte. Donc on s'est dit, on y va, on est ému. Donc voilà, c'est aussi un moteur, je pense, l'émotion en littérature pour la jeunesse qui est centrale. Donc on a décidé de le faire. L'originalité, c'est qu'elle prend vraiment tout le cycle de la vie.
Donc on va vraiment de la naissance de ce bébé à son envol et le moment où lui-même devient papa et où la maman elle disparaît. Donc c'est vraiment un texte sur la transmission, très pudique, il y a très peu de mots dans ce texte. Et la bonne surprise, c'est aussi que Adolidé aussi était touchée par ce texte. Elle n'avait pas vraiment fait d'album pour la jeunesse jusqu'à présent. Et pareil, voilà, elle a été émue. Et ce qui nous a plu aussi dans ce mariage et ce travail commun, c'est voilà, c'est un peu l'économie de moyens. Il y a beaucoup de pudeur dans les illustrations d'Adoli, qui sont évidemment très métaphoriques et poétiques. Mais là où le texte est assez lyrique, qui ne viennent pas justement en rajouter, mais s'inscrire tout en douceur et avec cette harmonie de couleurs qui lui est propre, pour aller voilà, au-delà de ce que dit le texte et en proposer évidemment une autre lecture. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Aujourd'hui, que représente la fiction dans le catalogue Larousse Jeunesse depuis le développement de cette... Alors, c'est encore tout petit. Je pense que là, actuellement, en termes de... Là, je parle de volume de vente. Donc, je parlais tout à l'heure de 25 à 28 pour le documentaire. Donc là, on doit être à 8%. Mais voilà, on espère doucement... paru par an, à peu près une dizaine de titres pour le moment, à peu près. D'accord. Voilà. Et à moyen terme, pas mal d'envie pour l'année prochaine. Normalement, on devrait multiplier par 3 notre nombre de D'accord. Donc 3 fois plus de fiction. Voilà. Okay. Donc c'est vrai qu'on accélère aussi par évidemment les projets qui arrivent suite au succès des premières séries. Et, on va rester pour l'instant sur cette tranche d'âge des 8-12 ans. C'est vrai que le roman pour adolescents, c'est encore une autre aventure, si je puis dire. D'accord. Voilà. Mais vous ne vous interdisez rien, visiblement. Tout à fait. D'accord. Bah justement, question qui vous est destinée sur les tranches d'âge. À partir de quel âge est conseillé le Larousse des 500 pourquoi et comment? 500 pourquoi, comment? Alors, c'est vrai que je disais de 6 à 10 ans, vraiment en cœur d'âge. Mais à partir de 5 ans, pour les petits curieux de grande section, il y a des questions qui sont tout à fait accessibles. Et ce qui est bien dans cet ouvrage, c'est qu'on peut aller avec le parent picorer. Tant que l'enfant ne lit pas, et le parent peut aller faire ce choix de questions plus ou moins adaptées. C'est souvent des ouvrages qui circulent d'ailleurs complètement dans les familles, des plus petits, aux parents, aux préados qui, mine de rien, quand ça traîne sur le coin d'une table, sont bien contents d'apprendre plein de choses et de se réjouir aussi de ces images. Donc c'est assez transversal finalement. Bah, très bien. Encore une question pour Emmanuel Volk de Sarbacane qui arrive avec un petit décalage supplémentaire. Une personne qui aimerait savoir, lorsque vous adaptez un texte classique en album, s'il n'est pas en intégrale, comment opérez-vous pour couper les textes? Alors, vous avez utilisé le bon mot, c'est-à-dire qu'on coupe, on ne réécrit pas. Donc on réduit le nombre de signes, comme on dit, c'est-à-dire que pour certains titres... Bon, là, on va sortir une intégrale de Moby Dick. Moby Dick, c'est 1,5 million de signes, hein, donc ça fait 600 pages. Donc, c'est pas du tout cette collection telle que vous la voyez là, qui est entre 64 et 110 pages en général. Donc, on est vraiment sur l'album. Donc, ça devient très lourd. Donc, pour le Moby Dick en version intégrale, on a réduit un petit peu le format. Donc, c'est un hors-série, si vous voulez. Mais dans la collection en tant que telle, quand on fait des coupes, on l'a fait pour Jack London, je parlais tout à l'heure, L'île au trésor, Stevenson. Donc, c'est un travail d'orfèvre, c'est-à-dire qu'on rentre dans le texte et on va couper des passages ou plutôt dans les paragraphes, il y a parfois des descriptions redondantes. Et comme il y a une partie de la description, par exemple, soit des situations, soit des décors ou des paysages ou autres, qui sont pris en charge par l'image, puisque ce sont des classiques illustrés, donc on va se permettre à ce moment-là de réduire. On réduit la longueur, mais on ne réécrit pas. On fait sentir et goûter la langue de ces grands auteurs. Très bien. Bah, merci pour cette précision. Je me tourne vers notre dernière invitée du jour, donc Cécile Burgard. Donc, vous êtes directrice littéraire fiction chez Bayard. Vous avez aussi 5 titres à
à présenter. Le premier s'intitule Rose Asphalt, pardon, il est signé Anne Schmoch, Schmauch, je ne sais pas comment, Schmoch, comment on prononce. Donc c'est une série de romans 9-12 ans, donc c'est de la fiction française. Il y a un premier titre qui est sorti en septembre qui s'intitule La colo des zombies et qui sera suivi d'un deuxième tome en avril, L'autoroute hantée. Est-ce que vous avez tout dit. Alors je vais peut-être faire une toute petite introduction parce que c'était pas évident de choisir 5 titres dans la production pléthorique de Bayard. Oui. On a décidé à la fois de choisir 5 titres très différents pour montrer la diversité du catalogue. On s'est aussi centré sur des titres d'auteurs que nous aimons et que nous suivons et qui valorisent cette diversité. Et puis on s'est dit qu'on allait vous présenter des titres de fin d'année, mais aussi en exclusivité 3 titres en l'occurrence, de début d'année prochaine pour vous donner un petit avant-goût de ce qui se prépare pour 2023. Très bien. Donc, Rose Asphalt, d'Anne Schmoch. Donc, c'est le début d'une série de comédies horrifiques. Alors, Anne Schmoch, très rapidement, n'est pas une inconnue, puisqu'elle a écrit déjà plus de 25 titres en littérature jeunesse, et notamment une série chez Bayard qui s'appelle Maléfique sur Rome. Et là, elle nous propose les aventures, les enquêtes de Rose Asphalt. Rose est une petite fille, une jeune fille, une collégienne, qui a un goût très particulier pour les friches industrielles, pour les animaux bizarres et les situations rocambolesques. Et un jour, son pigeon de compagnie, qui s'appelle Euclide, lui apporte un message, un appel à l'aide, prisonnier de l'Institut Mouton. Ni une ni deux, Rose va mener son enquête. Il se trouve que cet Institut Mouton, c'est une sorte de colonie de vacances assez étrange où en fait les enfants sont entraînés pour devenir des, je cite, warriors de la gagne. Elle va entraîner avec elle sur cette enquête son ami Firmin. Firmin qui est un garçon qui est aussi érudit que Froussard, donc il n'est pas toujours très consentant. Mais peu importe, ils arrivent sur cette colonie de vacances et ils vont découvrir des éléments assez étranges, des limaces oranges phosphorescentes, et puis dans le parc ont l'air de traîner des individus bizarres, peut-être même, ce sont peut-être même des zombies. Donc il va falloir mener l'enquête, comprendre qui est à l'origine de l'émergence de ces zombies, pourquoi les enfants de la colonie de vacances disparaissent et comment se sortir de ce mauvais pas. Voilà, c'est vraiment un texte jubilatoire. D'abord parce qu'il est plein d'humour. Anne Schmoch a vraiment le talent de trouver des situations, d'inventer des noms tout à fait savoureux. Il y a plein de références, de petits clins d'œil tout au long du texte qui sont très drôles à la fois pour les enfants et je dois dire aussi pour les adultes qui le lisent. Par ailleurs, il y a ce duo de personnages qui est vraiment très comique, la personnalité excentrique de Rose et puis aussi celle de Firmin, son acolyte, et ce duo qui fonctionne très très bien. Et puis Anne Schmoch est aussi scénariste et elle a ce sens de la narration, elle sait raconter les histoires et donc c'est une histoire pleine de rebondissements qui se lit, qui se dévore, je dirais. Et donc avec ce deuxième tome qui sortira en avril prochain. Anne Schmoch, par ailleurs, sera sur Montreuil en dédicace sur le stand de Bayard, donc il ne faut pas hésiter à venir la voir. Très bien. Le deuxième titre de votre sélection s'intitule Riposte de Louisa Reid et alors, il est traduit par Clémentine Beauvais. Alors, c'est un roman un peu particulier parce qu'il est en vers libre. Hein. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un titre qui va s'adresser à des lecteurs un peu plus âgés, à partir de 13 ans. C'est un roman ado. On y suit l'histoire de Lily, une jeune fille de 16 ans qui est harcelée à l'école en raison de son surpoids. Il se trouve qu'à la maison, c'est pas rose non plus parce que sa mère est également en surpoids et a été écartée de la vie professionnelle pour cette raison-là. Donc, ambiance très très pesante. Lily perd confiance, elle perd pied, elle est de plus en plus aspirée dans une spirale de dépression profonde. Et il se trouve qu'un jour, un de ses harceleurs va trop loin. Et là, c'est vraiment l'électrochoc. Son père décide de l'inscrire dans un cours de boxe. Ce qui pourrait être perçu comme une contrainte supplémentaire et un énorme effort pour elle, va devenir sa bouée de secours. Elle va s'accrocher et à travers cet effort continu sur elle-même, elle va réapprendre à apprivoiser son corps, à retrouver une estime de soi
et à rentrer en communication avec les autres, avec ce groupe de boxeuses, et même à trouver l'amour, ce qui est la plus grande reconquête pour elle. C'est un texte qui nous a, chez Bayard, tous bouleversés, parce qu'il est très juste et il est absolument éblouissant dans cette descente aux enfers qui, au contraire, repart vers la lumière, vers l'amour. Et ce personnage de Lily est vraiment extrêmement touchant dans sa fragilité et aussi dans la force intérieure qu'elle va apprendre à reconnaître chez elle. Alors, comme vous le disiez, Louisa Reed a écrit ce roman en vers libre, c'est assez particulier. Il faut vous dire que, je vous montre juste un tout petit peu de la compo pour voir que vous voyez. Donc c'est un roman qui se lit relativement rapidement, mais cette écriture de poésie est en réalité totalement au service du propos. C'est-à-dire que c'est une langue très percutante, très percussive, je dirais, sans aucune complaisance, sans affaîtrie. C'est vraiment, les mots sont au service du sens en permanence, donc c'est une histoire qui avance avec beaucoup d'énergie et avec un rythme qui est très particulier. C'était donc un grand défi pour la traduction, et on a eu la chance de pouvoir faire appel à Clémentine Beauvais qui a accepté de traduire ce roman, et c'est une vraie réussite, et c'était certainement une gageure pour elle, mais c'est une vraie réussite. Louisa Reed sera également en signature à Montreuil. On est très 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 heureux de l'accueillir. C'est vraiment un roman qui a séduit tous ceux qui l'ont lu. Louisa a même une séance de signature avec Clémentine. Et voilà, n'hésitez pas à découvrir ce roman qui est d'une très grande beauté. Très bien, c'est bien noté. Le troisième titre s'intitule Twin Crowns, donc de Catherine Doyle et Catherine Weber, à paraître en janvier. Alors c'est une duologie à 4 mains, hein. C'est 2 autrices, et il y aura 2 tomes. Hein. Absolument. C'est ça. Alors on change d'année, on change de genre, on change pas de tranche d'âge, puisque c'est un roman pour ados, un premier tome d'une série pour ados qui s'appelle Twin Crowns, effectivement. On va suivre l'histoire de 2 jeunes filles, Rose et Wren, qui sont des sœurs jumelles, qui ont été séparées à la naissance. Rose est destinée à monter sur le trône, donc elle a été élevée pour prendre la place de souveraine. Quant à Wren, elle a été élevée dans les confins du royaume par des sorcières qui l'ont élevée dans le but qu'elle puisse reprendre un jour secrètement la place de sa sœur sur le trône pour restaurer le pouvoir des sorcières. Et c'est l'heure de mettre ce plan à exécution, mais évidemment, les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu, sinon il n'y aurait pas d'histoire. C'est donc un roman de fantaisie et de romance. C'est ce qu'on appelle actuellement très élégamment la romantasy. C'est le genre qui fait fureur chez les ados actuellement et qui marche très bien sur le marché. Il se trouve que c'est effectivement le genre qui fonctionne très bien actuellement, mais surtout il est servi par le talent des 2 autrices dont vous parliez. Catherine Weber est une autrice reconnue et qui a une dizaine de titres à son actif. Quant à Catherine Doyle, c'est une autrice que nous suivons depuis plusieurs années. Elle est l'autrice d'une trilogie de fantasy qui s'appelle Le Gardien des Tempêtes, chez nous, qui est extrêmement... une très belle trilogie, très très bien, avec un univers très construit. Et donc ces 2 autrices se sont amusées et on sent la jubilation de ce travail à 4 mains, puisqu'elles se connaissent depuis longtemps, elles sont amies et même bientôt belles-sœurs. Elles se sont vraiment amusées, ça se sent dans les dialogues, ça se sent dans la construction de cet univers qui est très riche et en même temps très maîtrisé, puisque ce sont vraiment des autrices confirmées. Et elles ont joué avec tous les codes de la romantasy, c'est-à-dire les intrigues de cour, les complots, les retrouvailles, les amours naissantes interdites, tout ça se mêle parfaitement bien, avec énormément de fluidité. Donc pour un premier tome que nous sortons avec grand plaisir en janvier, et un deuxième tome sortira l'année suivante. En janvier 2024. En janvier 2024, oui. C'est bien ça, d'accord.
Le 4e titre s'intitule « Tu cours trop vite » de Thibaut Bérard, donc apparaître en mars 2023. Oui. Donc c'est un premier roman jeunesse de cet auteur qui a déjà publié en littérature adulte un titre en 2020 et qui avait une autre vie jusqu'à il y a peu de temps. Absolument. Il a longtemps été éditeur en jeunesse, donc il est connu des professionnels du livre jeunesse. Il signe ici son premier roman pour les ados, Tu cours trop vite. Le narrateur de cette histoire s'appelle Rudy. C'est un garçon, un grand gaillard qui vit dans les collines de Provence, un collégien un peu brut de décoffrage, un peu bagarreur, qui est très cancre alcool, mais qui a 2 trésors dans sa vie. C'est son ami Damien et l'athlétisme, puisque c'est le garçon qui court le plus vite dans ce village, et il gagne chaque année le cross qui se déroule dans les collines au-dessus de chez lui. Et puis arrive dans sa vie, au début, au moment où commence l'histoire, arrive dans sa vie une jeune fille qui débarque au collège, qui s'appelle Léna, et qui va balayer d'un revers de main tout ce qu'il croyait être sûr. C'est-à-dire que du jour au lendemain, son ami Damien tombe amoureux de cette jeune fille, et donc il voit son ami Damien rentrer de plein pied dans l'adolescence alors qu'il n'y était pas du tout préparé. Et puis par ailleurs, Léna court vite. Elle court très vite, elle court même tellement vite que peut-être qu'elle va gagner ce cross cette année. Le seul fait d'armes dont Rudy pouvait se prévaloir. Il va monter un coup, il a un plan, ce plan va mal tourner, et ça va l'obliger à dévoiler un peu de ses failles et de ses faiblesses et l'aider à grandir aussi. Thibaut Bérard dit que c'est un roman de sentiments et c'est un très joli roman de sentiments qui décrit avec beaucoup d'acuité ce moment très particulier où on passe de l'enfance à autre chose. Peut-être c'est pas la pleine adolescence, mais il y a puis tout le monde n'y entre pas à la même vitesse, mais c'est un moment où on est très fragilisé parce que les relations aux autres changent, elles sont plus ambiguës, elles sont plus complexes. Et ce jeune garçon Rudy, qui avait l'habitude de présenter une image de lui, va être obligé de remettre tout en question. Les personnages, notamment celui de Rudy, mais aussi les autres, Léna et Damien, sont des personnages tout en finesse. C'est pas du tout des archétypes, sont des personnages qui ont une profondeur. Et effectivement, c'est un très grand plaisir de lecture. Et puis il y a ce décor des collines de Provence, un décor qui n'est pas sans rappeler Pagnol, et qui contribue à faire de ce roman un très grand plaisir de lecture. Très bien. Et pour conclure, donc le 5e titre de votre sélection, il s'agit de Kaléidoscope de Brian Selznick en mars 2023. Et donc là, il y a un trailer également qui va être passé pour le présenter. Donc Kaléidoscope de Brian Selznick, c'est un roman illustré, c'est une réflexion sur l'absence. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? C'est une réflexion sur le lien, sur l'affection qui transcende le temps et l'espace. Mais c'est beaucoup plus ludique que ça n'en a l'air quand je le dis comme ça. Rassurez-vous. Vous connaissez Brian Selznick, tout le monde connaît Brian Selznick. Il est connu mondialement depuis l'adaptation par Scorsese de l'invention d'Hugo Cabret. On le suit chez Bayard depuis le début. Et avec ce nouveau roman, on a, comme d'habitude avec Brian Selznick, ce mélange d'un univers extrêmement riche,
d'un propos d'une grande sensibilité. Et puis les illustrations, alors je vais essayer de vous les montrer, mais vous les avez vus dans le trailer, c'était un peu l'objectif. Bon, là, évidemment, on ne voit pas de... Non, je vais laisser tomber, c'est pas grave. vous référerez au trailer. Donc, c'est la beauté de ces illustrations au trait et au noir qui sont vraiment à chaque fois splendides. Alors, dans ce roman, on suit deux personnages. Le personnage de James et son ami qui est le narrateur. Ou est-ce la narratrice? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille qui parle, mais en tout cas, il présente dans chaque chapitre une facette de la relation entre James et le narrateur. Et dans chaque chapitre, ils vivent une autre aventure. Tour à tour, ils sont chevaliers, ils sont enfants et dragons, ils sont camarades de classe, ils sont en expédition sur un bateau, ils sont au musée, Brian Selznick les place dans plein de situations pour mieux nous permettre d'appréhender la profondeur et l'originalité, les différentes facettes du lien qui les unit. C'est un lien très fort, très puissant, et un lien qui tient et sur lequel le temps et l'espace n'a pas de prise. Donc dans chaque chapitre, on a une illustration figurative de ce bout d'intrigue que Brian Selznick nous propose, et en miroir, à la fin du chapitre, une illustration en kaléidoscope, comme pour montrer ces différentes facettes. C'est une narration qui est à la fois brillamment construite, mais en même temps toujours à hauteur d'enfant. On l'a dit souvent, mais c'est très très important pour les éditeurs jeunesse d'être restés à hauteur d'enfant. Et à chaque fois, chaque petite aventure de chaque chapitre a son propre rythme et sa propre logique. Il y a des liens qui se font d'un chapitre à l'autre avec des motifs qui se répètent et qui tissent vraiment une histoire qui se lit de manière très très fluide. Le New York Times a dit de ce roman que c'était un chef-d'œuvre. Nous, on pense en tout cas que c'est un incontournable pour les enfants à partir de 9 ans et bien après, étant donné la profondeur de ce qui est raconté. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, on avait prévu un volet de questions pour conclure notre échange, mais il se trouve qu'on me fait signe que le temps écoulé, le temps imparti est écoulé. Donc, on va conclure tout de suite, sans questions complémentaires. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis aussi nombreux. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine, où nous aurons 5 nouvelles éditrices qui viendront présenter leur titre, et nous aurons peut-être, je l'espère, l'occasion d'évoquer certaines questions qui n'ont pas pu l'être aujourd'hui sur les tendances globales du marché. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée.